Bonjour à tous. Je suis Rémi Lecointe, je suis un des médecins de l'équipe mobile de soins palliatifs du Havre. Et moi je suis Hélène Blondet, psychologue à l'équipe mobile de soins palliatifs. Et donc nous, le sujet de notre présentation, donc on va vous présenter une situation clinique. Alors pourquoi on a fait le choix de cette situation précisément? Pour deux raisons principales. La première chose, c'est qu'elle nous a interpellés dans le sens où c'était une situation plutôt inhabituelle pour nous, équipe mobile de soins palliatifs. Inhabituelle pour nous, mais on s'est dit aussi que ça correspondait peut-être aux évolutions de la société qui correspondaient au titre de la journée. Et donc c'est pour ça que voilà, on vous l'a présenté, en sachant que c'est la situation d'un monsieur qui a fait une tentative de suicide. On va voir dans quelles circonstances. Donc nous, c'est vrai que habituellement, c'est pas forcément les situations sur lesquelles on est sollicité. On est plus souvent sollicité dans les situations de fin de vie et dans le cadre d'une maladie grave, type cancer, mais pas que évidemment. Et là, la situation était quand même différente. Et la deuxième chose qui nous a fait choisir cette situation, c'est que, en fait, ce qui nous a frappé au moment du suivi de ce patient, c'est qu'au-delà des principes de réflexion éthique qui ont déjà été évoqués plusieurs fois sur l'autonomie du patient, le principe de bienfaisance, non-malfaisance, le principe de justice, en fait, ce qu'on remarquait, c'est que peut-être ce à quoi on ne fait pas suffisamment attention souvent, c'est qu'il y a des circonstances, il y a des éléments contingents en fait dans l'histoire du patient. Il y a une façon qu'il va avoir de se présenter à une équipe soignante. Il y a une façon qui va être la façon dont l'équipe soignante va recevoir l'histoire de ce patient, et qui vont avoir une influence dont on n'a pas forcément bien conscience sur le moment quand on accueille le patient et quand on veut réfléchir de façon éthique. Et c'est ce qu'on expliquait là sur le fait d'être dans une sorte de maison, la maison de l'éthique, on va dire, et que suivant la porte d'entrée que le patient va choisir dans la discussion, les soignants vont plus ou moins ouvrir certaines fenêtres, ils ne vont pas forcément ouvrir toujours les mêmes fenêtres. Et pour finir, par rapport à ces circonstances, on s'est dit aussi qu'au cours de la réflexion, essayer sur le moment même d'élaborer des scénarios alternatifs à ce qui s'est déroulé peut nous aider à finalement ouvrir un peu le champ de la réflexion et ouvrir peut-être le nombre de fenêtres qu'on a devant nous. Juste pour conclure, avant que Hélène prenne la suite avec la situation, il faut bien avoir en tête que le patient qu'on va vous décrire, là, par rapport à d'autres situations qui ont été décrites, c'est un patient qui a gardé son autonomie jusqu'au bout, autonomie physique et autonomie psychique. Et donc il a été partie prenante, il a été interlocuteur à 100%, quasiment jusqu'à la fin de la situation. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur la situation de ce monsieur, qu'on va appeler monsieur G, c'est un monsieur qui est arrivé via les urgences en service de cardiologie le 24 mars dernier pour une tentative de suicide par retrait de son pacemaker. Lui-même avec un couteau de cuisine. Du coup, il est arrivé avec une plaie assez délabrante et effectivement, il avait accès à son pacemaker, mais il n'a pas réussi à l'enlever. Oui, et en fait, ce monsieur vivait en résidence service, donc finalement, il a été interrompu à ce moment-là par un membre de la résidence qui s'est présenté dans sa chambre, qui a appelé les secours, etc. Voilà, c'est un monsieur donc, de 99 ans, comme on l'a dit, avec finalement peu d'antécédents médicaux, en fait. Il a des antécédents d'AVC qui remontent à 2015 et 2016, mais pour lesquels il a, pour ainsi dire, pas de séquelles. Il a une fibrillation, il a un trouble du rythme, en fait, qui, en 2018, a provoqué un malaise, suite à quoi il a eu la pose d'un pacemaker.
Donc ça remonte à 5 ans auparavant. Pas de suivi depuis, en fait. Il nous dit ne pas avoir eu de suivi chez un cardiologue, en fait, pour le suivi de son pacemaker. Donc voilà, depuis 2018, il vit avec son pacemaker. Et on a quand même un antécédent d'une tentative de suicide par phlébotomie en 2021, le jour du décès de sa femme. Ils vivaient tous les deux en EHPAD, en fait, et il a choisi le jour où elle est décédée de lui-même tenter de mettre fin à sa vie. Il a été hospitalisé suite à ça, en fait, en psychiatrie, dans un service pour personnes anxio-dépressives. Il est resté 10 jours sans qu'il y ait de suite derrière, en fait, parce que dans les comptes rendus, le psychiatre mentionne vraiment que c'est un monsieur qui n'a vraiment aucun trouble cognitif, qui n'a pas d'éléments dépressifs, qui a un deuil qui est impossible, et en même temps, c'est intervenu le jour du décès, donc c'est aussi des circonstances un peu particulières. Mais voilà, il l'a renvoyé 10 jours après dans la résidence service où il est retourné vivre tout seul. Ce monsieur, du coup, il se présente, en fait, voilà, un monsieur effectivement très autonome. Bon, il verbalise qu'il souhaite mourir. Il ne l'adresse pas vraiment au personnel soignant, mais il dit qu'il souhaite mourir, qu'il a raté finalement son geste, il le regrette, mais il n'est pas vraiment dans le refus de soins, il n'y a pas d'agressivité, pas de revendication de sa part sur le fait qu'on puisse l'aider. Voilà, il pense qu'il va être soigné et puis rentrer chez lui après. Comme souvent dans les situations de tentative de suicide, la cardiologie fait appel à l'équipe mobile de psychiatrie. Donc il y a un psychiatre qui se déplace et qui le rencontre quelques jours après son entrée. Et là aussi, il en conclut qu'il n'y a pas d'éléments psychopathologiques, en fait, ni troubles cognitifs, ni éléments dépressifs, pas de signe de pathologie psychiatrique, et donc pour lui, pas d'indication à un traitement. Voilà, donc l'équipe de cardiologie se tourne finalement vers l'équipe mobile de soins palliatifs en demandant une évaluation voilà, pour essayer d'avoir un petit peu d'aide dans la prise en charge et voir un petit peu ce qu'on peut proposer à ce monsieur. Donc, on le rencontre nous le 3 avril en équipe pluridisciplinaire, donc médecin, psychologue, infirmière. On a un entretien effectivement avec un monsieur qui se présente de façon très très autonome. D'ailleurs, notre service est le service voisin de la cardiologie. En fait, on l'a déjà vu se déplacer plusieurs fois dans le couloir, se promener. Voilà, il est tout à fait autonome, il marche, il s'arrête, il discute. L'équipe nous dit avoir une bonne relation avec lui. Mais voilà, dans l'entretien, il nous explique effectivement de façon très neutre qu'il ne trouve plus de sens à sa vie depuis que sa femme est décédée. Ils ont vécu 73 ans ensemble. Il s'était toujours dit qu'il ne pouvait pas vivre sans elle et qu'effectivement, il tenterait de mourir une fois qu'elle aurait disparu. C'est son souhait à lui, c'est vrai qu'il ne l'adresse pas non plus à nous. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu déroutant, quelqu'un qui exprime avec autant de détermination et aussi peu de doute, donc on essaye d'aller un petit peu le chercher, en fait, en lui disant, malgré tout, que ça peut nous interpeller, le fait qu'il ait fait ça à un moment où il savait qu'il y avait quand même quelqu'un de la résidence qui allait passer peu de temps après, il savait très bien que quelqu'un passait le matin et le soir. Et en fait, il dit que non, qu'effectivement, c'est bête, il n'y avait pas pensé, mais il nous refait part de sa détermination. Il dit, pour faire un acte comme ça, je vous prie de croire que j'étais déterminé, en fait. Mais effectivement, à aucun moment, il ne l'adresse à nous. On lui demande s'il a pensé en parler à son médecin, en fait, de sa volonté de mourir, s'il a déjà évoqué avec son cardiologue. C'est là qu'il nous dit qu'il n'a pas de suivi avec un cardiologue. Et il dit que non, en fait, lui, ça ne lui a pas traversé l'idée parce qu'on ne s'adresse pas à un médecin pour mourir, en fait. Ça ne lui est pas venu à l'idée, en fait, finalement. Et il se dit que pour la suite, en fait, encore une fois, il est déçu, il n'a pas réussi, mais il va rentrer chez lui. Il s'est fait sermonner par ses enfants qui ne sont pas tout à fait d'accord avec sa vision des choses, mais il va certainement rentrer chez lui. Il dit qu'il ne va pas forcément recommencer, mais plutôt parce qu'il s'est fait sermonner, plutôt que parce qu'il regrette son geste. C'est ça. Il dit je ne recommencerai pas pour mes enfants, mais je veux toujours mourir, en fait. Je ne veux plus vivre, en tout cas. On prend le temps d'en discuter après entre nous sur de nouveau ce dont on parlait, là, le devoir d'information du patient, parce que forcément on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec le fait que ce pacemaker est un traitement qui le maintient en vie de façon active et qu'en fait il pourrait aussi certainement demander à arrêter ce traitement. Petit rappel par la loi, effectivement, il n'y a pas besoin de chercher de façon très récente, mais déjà juste dans les lois relatives aux droits des malades,
toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Et aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Et puis, la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui dit que lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. C'est vrai que nous, on se dit forcément qu'il faut qu'on informe ce monsieur qu'il a la possibilité de dire que ce traitement le maintient en vie, que pour lui c'est déraisonnable et qu'il souhaite arrêter ce traitement. Ce qui nous interpelle un petit peu, c'est par rapport à ce qu'on disait précédemment sur l'information des patients, et c'est peut-être aussi ce qui fait le lien avec l'évolution de la société. C'est un monsieur de 99 ans qui peut-être qui s'est pas renseigné peut-être sur les évolutions récentes. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que à aucun moment il s'est dit dans sa réflexion je peux aller voir un médecin, un soignant pour parler de ce pacemaker. Il a fait le choix d'être dans une démarche violente, d'arrachement de ce pacemaker. Donc il a quand même bien fait le lien avec le fait que c'était potentiellement ce pacemaker qui le maintenait en vie. Mais c'est pas quelque chose qui s'est dit je vais le questionner auprès d'un soignant. Du coup, nous, on se dit qu'il faut qu'on informe ce patient, il faut qu'on informe aussi sa famille. On choisit de le faire un peu concomitamment parce qu'on s'attend à ce qu'en informant ce patient, il soit dans une demande du coup quasi immédiate d'arrêter son pacemaker. On prend le temps de rencontrer quand même la famille avant, d'abord pour avoir aussi un petit peu leur avis sur le geste de leur père, et puis pour les informer du fait qu'on va l'informer de cette possibilité qu'il a. Donc on rencontre deux des trois enfants de ce patient en compagnie du cardiologue, avec d'abord une partie information sur l'état de santé de ce monsieur. Et donc là on a un élément nouveau apporté par le cardiologue qui est qu'il y a la présence d'une bactérie sur le pacemaker. Suite à son geste, forcément, du coup il y a une bactérie avec c'est même pas un risque, c'est une infection à coup sûr, sachant que la thérapeutique à envisager pour essayer de résoudre ça, c'est un changement de son pacemaker, chose qui n'est pas envisageable compte tenu de son âge. Donc du coup, ça entre en ligne de compte, en tout cas dans le pronostic pour ce monsieur. Et on informe aussi donc les enfants qu'il a la possibilité à tout moment de demander l'arrêt de n'importe quel traitement. Les enfants nous disent qu'effectivement, son discours de souhait de mourir, c'est depuis le décès de leur mère, qu'il n'a jamais dévié de ce souhait. Il avait déjà attenté à ses jours, il semble nous sous-entendre qu'il avait déjà aussi essayé par absorption de médicaments de se suicider déjà avant ce retour de pacemaker. En fait, ils nous disent, il faut lui dire à lui, c'est à lui de prendre la décision. En fait, nous, on ne veut pas intervenir, eux aussi respectent vraiment son principe d'autonomie, ils disent c'est à lui, il faut lui en parler à lui. On enchaîne tout de suite avec l'entretien avec monsieur, du coup avec le cardiologue également, qui lui donne les mêmes informations sur le fait qu'il y a une infection qui est présente et du coup avec les risques que ça comporte. Qui nécessiterait traitement, non seulement un changement de pacemaker, mais un traitement lourd, d'antibiothérapie longue, par voie intraveineuse. Voilà. Et à ce moment-là, même le cardiologue dit je ne suis pas sûr qu'il y aurait le souhait du patient de le faire, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de le faire de façon adéquate. Mais de toute façon, effectivement, très, très clairement, non seulement on va voir le patient va aboutir à la décision de souhaiter de l'arrêt du pacemaker, mais de toute façon, il y a un refus catégorique et sans émotion, enfin, de façon claire et nette, de faire ce traitement de cette infection. C'est ça, tout au long du cheminement, ça nous permet aussi de voir aussi comment il évolue, comment il chemine, et effectivement, à aucun moment, il n'émet de doute sur son objectif, en tout cas. Donc évidemment, il refuse le traitement de l'infection, et donc on l'informe du fait que son pacemaker, il peut aussi être arrêté, en tout cas désactivé par un cardiologue, et que du coup, très probablement, ça risque d'aboutir à un décès rapide suite à ça.
Alors lui, il doit considérer que c'est un peu des subtilités pour nous. Il dit, si vous avez les moyens de me faire disparaître, allez-y, effectivement, c'est ça que je souhaite, en fait. C'est toujours un peu dérangeant pour nous, parce que c'est pas notre intention, évidemment. Mais en tout cas, il nous réitère ce souhait qui est de disparaître. Il nous dit, si c'est ça qu'il faut faire, allez-y. On le questionne même sur le fait que, au départ, vous vouliez plutôt rentrer chez vous. Le fait de faire ça, ça nécessite que vous restiez à l'hôpital. Il dit oui, je m'en fiche, s'il faut rester à l'hôpital, je reste à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Il faut compléter, parce que ce n'est pas toujours le cas. Le cardiologue nous donne comme info que dans la situation précise de ce monsieur, a priori, le pacemaker est indispensable de façon, et que la désactivation, le cardiologue pense que ça risque d'amener le décès dans un délai très court, de quelques secondes, quelques minutes. Enfin, il s'attend en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il formule au patient et à sa famille, tout en mettant quand même un bémol en disant je ne peux pas vous le certifier, je ne peux pas dire ça avec certitude, mais voilà, c'est une possibilité et c'est même une probabilité. Effectivement, il dit que c'est le plus probable, mais il soumet quand même le doute sur le fait que ça entraîne forcément un arrêt cardiaque. Il instille ce doute tout en disant que le plus probable, c'est quand même que ça aboutisse au décès. On laisse le patient et sa famille là-dessus en disant on vous laisse y réfléchir, en discuter avec vos enfants, en discuter entre vous. Et nous, on se dit avec le cardiologue qu'il faut qu'on en discute avec l'équipe du service, parce que si on se dirige vers cette solution, il faut qu'on discute avec l'équipe de savoir quel est leur ressenti à eux. Et est-ce qu'ils sont partants pour accompagner ce monsieur dans ce geste et le garder en cardiologie, ou s'il faut qu'on envisage un transfert à l'unité de soins palliatifs pour pouvoir le faire. On parlait beaucoup de collégialité tout à l'heure. C'est vrai que là, il y a eu une discussion collégiale, parce qu'il y a eu une discussion avec tous les membres de l'équipe, il y avait beaucoup de monde, il y avait, je crois, peut-être une quinzaine de personnes à discuter autour de cette situation. Donc la discussion n'a pas été présentée comme qu'est-ce qu'on prend comme décision. Ça a plutôt été présenté comme voilà, ce monsieur a le droit de prendre cette décision, et plutôt dans voilà, comment vous allez percevoir, vous, en tant qu'équipe de cardiologie, le fait potentiellement, là, prochainement, d'arrêter le pacemaker, que c'est quelque chose qui n'est pas évidemment anodin, et puis qui n'est pas dans l'habitude du service de cardiologie de faire ce type de geste. Et donc il y avait besoin pour nous, et puis pour le médecin cardiologie, il sentait qu'il y avait besoin d'une discussion préalable avec l'équipe de cardiologie. Du coup, on y est allé à peu près une semaine après l'entretien avec le patient et sa famille. Déjà, on a demandé un peu à l'équipe comment ça se passait depuis cet entretien. Donc, ils nous ont dit qu'il avait de nouveau verbalisé à plusieurs soignants sa volonté d'en finir à plusieurs reprises. Il commence à s'affaiblir un petit peu, il a chuté à 2 reprises, il fatigue, il se referme un petit peu, il parle un peu moins, alors qu'avant il était plutôt ouvert avec les soignants à discuter pas mal lors des soins. Et puis il y a la plaie qui évolue assez mal en fait, elle est purulente, le pacemaker commence à s'extérioriser même, donc il plaque tout ça dans des pansements, mais les soins sont assez difficiles. Après l'équipe est un petit peu partagée, en tout cas déroutée, de se dire effectivement c'est pas commun pour nous d'envisager d'arrêter un pacemaker, on leur dit que pour nous non plus, en fait c'est pas quelque chose qu'on a déjà fait de toute façon. Alors, certains sont un peu partagés, il y en a qui disent qu'ils comprennent, il y en a qui disent qu'ils entendent, certains disent oui j'entends mais je ne veux pas être là ce jour-là. Malgré tout, le fait qu'il y ait ce problème infectieux est quelque chose qui, au niveau pronostic, en effet, on se raccroche, enfin, tout le monde se raccroche un petit peu à ça en se disant de toute façon son pronostic vital est engagé à plus ou moins court ou moyen terme. En fait. Donc, on arrive pour le coup plus ou moins à un consensus, on ne parlera pas forcément de compromis parce que pour le coup c'est quand même un consensus sur le fait que oui, ils veulent bien accompagner ce monsieur dans le service de cardiologie vers une désactivation de son pacemaker. Ce qui les met un peu certains en difficulté, c'est le contact avec un patient qui est tout à fait autonome physiquement aussi. Voilà. Et donc, je dirais plutôt souriant, souriant, plutôt calme, pas dans la revendication. Et donc finalement, presque paradoxalement, ça déstabilise plus une équipe par rapport à quelqu'un qui est dans une souffrance, qui semble dans une souffrance exprimée de façon assez éloquente, ou psychiquement ou physiquement. Donc la discussion, c'est aussi voir avec eux
comment aller au-delà de ces, par rapport aux droits du malade, comment aller au-delà de ces préconçus habituels de quel est le profil type finalement du patient qui peut arriver dans une situation de fin de vie, quoi, finalement. Je ne sais pas comment vous rajoutez. Donc rapidement finalement, donc il y a effectivement une proposition et une désactivation du pacemaker. Alors là où on peut compléter rapidement, c'est que toujours par rapport à la discussion avec ce patient, dont je rappelle qu'il était tout à fait autonome dans la discussion, c'est qu'il y a eu proposition d'encadrer ce retrait de pacemaker, enfin cette désactivation avec une sédation, ce que n'a pas souhaité en fait ce patient. Alors il y a quand même eu une anxiolyse qui a été mise en place à minima, mais le but, le patient ne souhaitait pas être endormi de façon complète. Hein, donc il a, encore une fois, un patient assez ferme et assez clair et assez serein, quoi, finalement. Là où c'est un peu moins serein, c'est que finalement, tout le monde s'y attendait à ce qu'il y ait un décès rapide. Il n'y a pas eu de décès rapide de ce patient. Il a retrouvé un rythme à peu près satisfaisant au niveau cardiaque. Bon, là, de nouveau, il y a eu un moment un peu, je veux dire, de sidération dans l'équipe soignante, et puis dans la famille, et puis chez ce monsieur, un peu l'impression de repartir à zéro. En tout cas d'être un peu déstabilisé par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, un scénario qui avait été un peu établi. Voilà, donc on est reparti dans une situation un petit peu différente où on n'était plus vraiment dans la possibilité d'être dans un arrêt de traitement, mais on se remettait à la limite plus dans un profil d'accompagnement un peu plus classique, voilà, mais avec un monsieur qui était à ce moment-là pas un peu plus fermé, mais pas demandeur de grand-chose. En particulier, il était de nouveau pas demandeur d'une sédation à ce moment-là. Il était déçu en tout cas. Il était quand même déçu pour le coup, beaucoup plus fermé, et la famille un peu désemparée, et c'était moins dans le dialogue en tout cas. Donc l'évolution clinique finalement, elle s'est, alors à la fois long ou pas long, je sais pas, mais elle s'est dégradée sur le plan infectieux, sans qu'il y ait forcément de symptômes très, très marquants sur le plan clinique. Finalement, il y a eu un décès, toujours sans qu'il y ait à proprement parler de sédation mise en place, mais un traitement de type sédatif sur les derniers jours de ce monsieur, avec un monsieur qui a été, encore une fois, en contact quasiment jusqu'au bout et qui n'a pas été dans cette demande. Voilà. Ce qu'on voulait, au-delà de la situation propre de ce monsieur, ce qu'on voulait souligner, c'était un peu l'intérêt de la discussion qu'on avait eue avec l'équipe de cardiologie en particulier, et de voir un petit peu, de se mettre en tête, là le patient s'est présenté à nous d'une certaine façon, et est-ce que les choses auraient été un peu différentes dans la réflexion des patients, dans la réflexion des soignants, et aussi dans l'acceptabilité de la demande de ce patient, si par exemple il avait fait, donc on a fait un peu 3 scénarios alternatifs. Le premier était s'il avait tenté de se suicider de façon différente. Il y a 2 ans préalable, il avait tenté de se suicider en se coupant les veines. À aucun moment, ce monsieur il avait déjà son pacemaker à ce moment-là, à aucun moment, visiblement, on n'a pas tout le détail, mais quand même dans le dossier qu'on a retrouvé, à aucun moment ne s'est posé la question du caractère raisonnable ou pas de la poursuite de ce pacemaker. Visiblement, ça n'a pas été soulevé non plus par le patient, par sa famille. Et donc là, à ce moment-là, si ce monsieur avait décidé de se suicider d'une autre façon, s'il s'en était pas pris directement à son pacemaker, si c'était par exemple de nouveau couper les veines, est-ce qu'on aurait été dans une démarche identique de faire ce lien avec l'arrêt de traitement finalement auquel il avait droit? C'est une question, c'est pas sûr. C'est vrai que là on fait le rapprochement forcément tout de suite parce qu'il s'en prend à ce traitement, mais est-ce qu'on aurait pensé à ça s'il avait fait un autre geste, ou un geste peut-être qui semble moins déterminé peut-être? Dans la discussion qu'on avait eue avec lui, donc effectivement, on lui a demandé, mais
on a soulevé ce problème de pourquoi vous n'avez pas essayé d'en discuter un médecin, quel qu'il soit, cardiologue ou par cardiologue, de désactiver dans le pacemaker. Donc lui, il nous a fait ce retour qu'il n'y avait pas pensé ou qu'il n'estimait pas que le médecin était l'interlocuteur adapté pour ce genre de questionnement. Mais la question qu'on s'est posée après, c'est s'il l'avait fait finalement, s'il avait été voir son cardiologue en faisant une demande d'arrêt du pacemaker, face au patient qu'il avait en face de lui, est-ce que le cardiologue finalement aurait ouvert la fenêtre, est-ce qu'il aurait ouvert la fenêtre de la possibilité d'arrêt de ce traitement? Et est-ce qu'il aurait, ou est-ce qu'on aurait proposé une sédation profonde dans cette circonstance? Là non plus, c'est un scénario alternatif, on n'a aucune certitude, mais je ne suis pas sûr que... alors évidemment, ça dépend du cardiologue, ça dépend du médecin qui est en face de lui, mais je ne suis pas sûr que de façon certaine, cette fenêtre aurait été ouverte. Il faut vraiment conclure. Bon, on a fini là. Et puis, ce qu'on a bien vu dans la discussion avec l'équipe de cardiologie, c'est que finalement, ça les a rassurés qu'il y ait une infection sur ce pacemaker. Parce qu'ils avaient finalement, ça les a sortis un peu de l'alternative vie ou pas vie. Ils se sont trouvés face à un malade qui, quels que soient les choix qui allaient être faits, allait de toute façon mourir. Quelle que soit voilà. Donc ça a facilité l'acceptabilité pour l'équipe de cardiologie de se dire on va arrêter ce pacemaker finalement pour essayer d'éviter qu'il meure de son infection. Donc là aussi, c'est un scénario alternatif. Il n'y aurait pas eu d'infection. Je ne sais pas si l'équipe de cardiologie aurait accepté de la même façon que le pacemaker soit désactivé. Et voilà, conclusion, rapidement, on voulait rappeler quelques chiffres malgré tout sur le suicide des personnes âgées, qui est quand même un vrai sujet, en tout cas qui représente à peu près 30% des suicides annuels en France. Mais aussi effectivement les questionnements que ça a pu susciter chez nous sur le fait qu'on puisse proposer le recours à la loi ou une limitation de traitement comme alternative au suicide. Et l'équipe de Baclès en parlait aussi ce matin, ce qui fait aussi quand même toute la différence pour ceux qui restent en fait. Et puis cette question, ça soulève aussi sur le fait que certains suicides seraient finalement acceptables et qu'on puisse comprendre, parce que c'est un monsieur de 99 ans qui vit seul, et puis d'autres suicides qui le seraient moins, ou selon le contexte évidemment, et ce qui est toujours malgré tout un petit peu questionné. On a fini. Merci beaucoup.